Bonjour, ici Myriam Dion, inspecteur en bâtiment. Bienvenue sur Révélation Inspection. Révélation Inspection qui est le podcast où on jase d'inspection en bâtiment, mais aussi des collaborations autour de ça, de l'inspecteur en bâtiment. L'inspecteur, lui, il est mandaté par l'acheteur. Quand on a un acheteur, on a un vendeur. Quand on a un acheteur, un vendeur, on se trouve à avoir des courtiers immobiliers. Puis là, tout ce beau monde-là sont mis en relation ensemble dans une transaction immobilière. Comment ça se passe? Comment ça devrait se passer? Avec moi pour en parler aujourd'hui, François Bédard-Dubois, qui est courtier immobilier. Bonjour François. C'est Bérard. Bérard, j'ai dit Bédard. C'est pas grave. Excuse-moi. Des fois, c'est Bernard, des fois, c'est Bédard, des fois, c'est Bérard, des fois, il n'y a pas le Bérard, il y a juste Dubois. Bérard. En plus, je l'avais écrit, puis j'ai écrit Bédard. Tellement pas de stress. Je te demande pardon. Merci d'avoir accepté mon invitation. J'aimerais ça que, pour commencer, tu nous parles un peu, c'est quoi ton parcours? Qu'est-ce qui t'a emmené à devenir courtier immobilier? Puis ça fait combien de temps que tu fais ça? Ça va faire 10 ans, je pense que c'était janvier 2016. Moi, j'étais directeur des ventes au Future Shop puis au Best Buy de Granby puis de Sherbrooke. Puis à un moment donné, j'ai vendu un paquet de Mac à comme un team leader, là, un directeur d'agence à Sherbrooke. Puis il m'a dit « Hey, je pourrais te payer ton cours. Puis tu pourrais venir travailler avec nous autres. » Puis je fais « Why not? » Je commençais à être écœuré de ce que je faisais. Puis j'avais eu un processus d'acquisition de maison qui était ordinaire. C'était pas désastreux, mais c'était juste très ordinaire. Fait que il m'a payé mon cours. Finalement, j'y ai repayé parce qu'il y a eu plein de situations qui se sont passées. Ma blonde est tombée enceinte. Puis là, je voulais être un petit peu plus libre de mes propres choses. J'ai fait mon cours, puis après ça, j'ai commencé à devenir à faire du courtage. J'ai fait quasiment des transactions d'achat, quasi exclusivement des transactions d'achat pendant 4-5 ans. Parce que mon processus d'achat, c'est ce qui m'avait poussé à vouloir devenir courtier immobilier. Quand j'ai vendu ma maison après ça, ben là, j'ai fait un mix de vente et d'achat. Puis là, ça fait 10 ans que je roule ma bosse plus toute seule maintenant. J'ai été seul pendant 5-6 ans. Puis maintenant, là, dans le service immobilier, qui est le gros logo que je porte un peu partout sur mes vêtements, on est maintenant 4, bientôt 6 à travailler ensemble dans la même famille immobilière là, pour aider nos clients. Fait que, ouais, un long 10 ans qui a paru court, on va dire. Ça a passé vite. Ouais, ça a passé vite, ouais. Tu sais, François, on te voit beaucoup sur les réseaux sociaux, TikTok notamment, Facebook, tu fais beaucoup de vidéos, tout ça. Tu te décris comme étant un courtier drastiquement pas comme les autres. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est drastiquement différent. Tu sais, une transaction immobilière, là, c'est pas obligé d'être procédural. Je veux dire, j'embaume pas personne. Tu sais, là, ça peut être... C'est un super beau projet. Puis même quand c'est une séparation, quand c'est, tu sais, un décès, il y a quand même le après. Là, c'est supposé être un projet qui est ultimement... là, ou très motivant, très le fun, très plaisant, ou déstressant parce que, mettons, la succession termine, liquide les derniers biens, mais dans tous les cas, c'est un projet qui est supposé d'être positif, tu sais. Fait que c'est pas obligé d'être, j'ai pas de cravate, je parle pas au vous, je suis familier avec les gens, professionnel mais familier, fait que j'essaie que ça soit le plus... relax possible, ouais. Tu veux créer une proximité avec ton client, puis que... Ouais, puis il y a des gens, des fois, là, que ça fonctionne pas, tu sais, mettons, je vais leur écrire, puis leur réponse, ça va être, on n'a pas élevé les cochons ensemble, tu sais, vous allez vous voyer, puis là, je suis même, hey, ça sera pas. Ça sera pas le bon client. Pas parce que je veux pas vous voyer des gens, il y a des gens que je les vous vois naturellement parce que je sens que ça va être mieux comme ça, mais je m'implique émotionnellement dans les projets de mes clients, je m'implique en temps, je m'implique en charge mentale. Je veux qu'on travaille ensemble, je veux qu'on ait une certaine proximité, puis c'est pour ça que je fais pas nécessairement, tu sais, j'ai mon cours commercial, mais je peux aller passer mon examen pour exercer le métier de courtier commercial parce que c'est très réfléchi, moins émotionnel. C'est plus froid. Ouais, tu sais, c'est des chiffres davantage. Moi, je suis dans l'émotion. Tu sais, ultimement, j'aime ça aider du monde qui veulent habiter une maison, du monde normal ou des maisons normales. C'est ça que j'aime faire. Ouais. Là, on parlait au début, tu sais, qu'il y a une relation qui se crée, le veut pas. Il y a un acheteur, il y a un vendeur, il y a les courtiers, puis là, l'inspecteur apparaît dans le tas pour faire l'inspection au moment de l'achat. Est-ce que le courtier immobilier, lui, peut représenter autant l'acheteur que le vendeur? Représenter, c'est un terme légal? Non.
on peut pas représenter deux parties parce que pour représenter un vendeur ou un acheteur, il faut avoir un contrat avec lui. Est-ce qu'on peut représenter un vendeur dans sa transaction et faire une offre d'achat pour un acheteur? Oui. Il y a un avis à faire signer pour ça, mais tu peux pas représenter un acheteur. Si, exemple, tu as un contrat avec un acheteur puis un contrat avec un vendeur, puis tout d'un coup, tu te rends compte que les deux, ça serait un Christy de bon match, là, ben il y a un des deux contrats que tu dois annuler, que tu dois résilier. Okay. Tu peux pas contractuellement aider deux parties dans une même transaction. Il y a un conflit d'intérêts parce que dans ton contrat, exemple, avec le vendeur, tu représentes ses intérêts. Okay. Tu peux pas pleinement représenter les intérêts d'un deuxième parti pour une même transaction, ça fonctionne pas. Ouais. Parce que les deux n'ont pas les mêmes attentes, ils n'ont pas les mêmes besoins, ils n'ont pas les mêmes critères. L'acheteur, il veut payer le moins cher possible aux meilleures conditions, puis le vendeur, il veut vendre le plus cher possible aux meilleures conditions. Fait que ça marche pas, tu sais, automatiquement. Fait que tu peux pas légalement là, représenter deux parties adverses dans une même transaction. Mais tu pourrais quand même faire les deux sans représenter l'acheteur, exemple. Définitivement. Ouais. Il y a des nouveaux documents, là, des avis qui ont été mis en place de mémoire l'an passé ou v'là 2 ans. Okay. Là, tu fais signer cet avis-là qui dit, tu sais, hey, je te représente pas contractuellement, je représente l'autre partie, je veux juste te le faire savoir, mais je te dois quand même d'être diligent puis de rien te cacher. Là. Puis est-ce que c'est difficile de rester impartial dans une situation comme ça? Parce que, tu sais, ça reste que oui, tu as des intérêts plus, pour exemple, le vendeur, si tu es le courtier du vendeur, exactement. Mais là, en même temps, tu veux faire une belle job, puis... Ben, tu sais... L'éthique, ça reste l'éthique, là, dans le sens où si t'es éthique puis tu suis la déontologie, pour moi, il y a pas de problème. Mais tu peux pas, tu pourras pas favoriser pleinement ton client en essayant d'aider l'autre personne. C'est impossible. Fait que tu peux le faire, mais t'es limité dans les conseils. Fait que, exemple, un acheteur qui va dire « OK, parfait, mais la maison est-tu au bon prix? » Ben, je peux pas t'aider. T'sais, sur ça, je peux pas t'aider sur la lecture de la déclaration du vendeur, pour des choses qui sont factuelles puis qui sont une réflexion factuelle, mais pour une stratégie, je ne peux absolument pas t'aider. Fait que tout ce qui est stratégique, là, c'est sûr que je peux rien faire. T'sais. Là, sur le reste, le côté légal, la rédaction de l'offre, la compréhension des choses, ça, je peux, somme toute, pleinement t'aider. Mais c'est sûr que si tu pars avec l'esprit, mettons, de rester éthique, puis de divulguer, puis d'aviser, puis d'informer, tu peux faire une super bonne job quand même. Ouais. Mais on s'entend que quand même, puis je pense que tu en parles aussi dans tes vidéos, le courtier de l'acheteur, il coûte rien à l'acheteur. Donc, c'est vraiment un peu niaiseux de s'en passer finalement. Là. Tu devrais être représenté. Là. Ouais, absolument. Ça, là, c'est le truc qui m'a le plus mis en sacrement quand j'ai commencé. Et puis ça me met encore en sacrement, mais... C'est une incompréhension totale. C'est pour ça que j'ai fait beaucoup de transactions d'achat parce qu'un courtier pour acheter... Mettons que tu as l'aide d'un courtier pour acheter sur Centris, là, il y a déjà un partage de rétribution qui se fait du courtier-vendeur. Fait que, mettons, ton avantage à appeler le vendeur directement, là, il est à 0. 0 moins 15. Tu as fuck all d'avantage à appeler le courtier du vendeur. Là, si tu veux l'aide d'un courtier... pour faire une transaction sur Marketplace, sur du Proprio, sur Kijiji, ben là, il y a des bonnes chances que tu dois payer ton courtier immobilier. Fait que là, il y a un frais. Moi, dans mon cas, moi, je charge 1% du montant de la rétribution. Fait que du montant de l'achat. Fait que, mettons, pour une maison de 500 000, je vais charger 5 000 $. Qui est pas un frais incroyable, tu sais, là. Puis je te dis, dans toutes les transactions que je fais sur vendues directement par le propriétaire, peu importe la plateforme, là, c'est tout le temps les transactions que je fais comme nasty de chance que j'étais là. Parce que, c'était quelque chose. Moi, je le vois, là, tu sais, quand mettons, l'acheteur n'est pas représenté, souvent, il va se virer vers l'inspecteur, là. Tu sais, ils vont me rappeler après, puis là, penses-tu que je peux négocier? Penses-tu que c'est plus mon travail? Là, puis là, je les avise. Là, j'ai dit, tu sais, au départ, je vous ai dit que vous seriez mieux d'avoir un courtier pour vous représenter parce que moi, c'est pas mon travail d'arriver dans les négociations. Là. Je suis là pour vous donner l'état de la maison, mais le restant, je peux pas embarquer. Fait que ça, je le vois souvent. Puis moi aussi, je me fais un plaisir d'en parler sur les réseaux. C'est que faites-vous accompagner par des gens compétents, surtout que c'est pas vraiment vous qui payez la commission, c'est le vendeur qui le fait. Tu sais, mettons que je veux me faire construire une maison, là.
les premières démarches que je vais faire, là, c'est probablement aller voir un bureau d'architecte, faire des plans. Après ça, demander à un entrepreneur général, essayer de structurer mon affaire. Si je veux une chirurgie, là, peu importe laquelle, une chirurgie dentaire, là, je vais aller voir un dentiste. Puis là, on va faire un scan. Puis là, on va prévoir le projet. Puis là, il va me dire à peu près combien ça va coûter. La même affaire si je veux faire passer de l'électricité chez nous, mais pour une maison, ça, je m'en calisse. J'ai un projet, m'a commencé à appeler le monde, puis là, tout d'un coup, j'ai un coup de cœur, fait que là, tout déboule, tu sais. C'est totalement ridicule. Puis ça, j'ai fait, je sais pas combien de dizaines de vidéos là-dessus, puis je m'exprime puis j'exagère, là, tu sais, mais je fais quand tu commences à peut-être, à penser, de réfléchir qu'un jour, éventuellement, potentiellement, tu vas avoir un projet d'achat ou de vente, c'est là qu'il faut que tu appelles un courtier immobilier. Avant d'appeler ton courtier hypothécaire, avant de checker c'est quoi le secteur, tout, appelle, communique, informe-toi. Cette personne-là, là, c'est le début de l'entonnoir. Là. Tu parles à lui, puis après ça, ça découle, puis là, il va pouvoir te référer à un courtier hypothécaire, un spécialiste hypothécaire, un démarcheur, un inspecteur. On va pouvoir regarder au zonage de la ville. Ton projet, il se fait tout ça. Il va pouvoir te guider, la toile d'araignée que tu vas avoir de besoin là, pour être en sécurité, là, il va te la construire selon ton projet. Fait que c'est au début du projet, mais les gens, ils réalisent pas. Non, au Québec, on est capable de faire les affaires par nous-mêmes. Hein? Fait que... On se débrouille bien. Ouais, c'est correct. Mais tu l'as dit, c'est majoritairement là, gratuit faire une transaction parce que plus que 90% des transactions se terminent avec une propriété qui est sur Centris. Fait que plus que 90% des transactions, c'est totalement gratuit pour un acheteur d'utiliser le service d'un courtier pour l'aider. Fait que c'est con. Faudrait juste en prendre un tout le temps. Exact. Là, on revient un peu dans la transaction. On parlait de la déclaration du vendeur. Tu as souligné ça. La déclaration du vendeur, toi, en tant que courtier, quand tu remplis la déclaration avec ton vendeur, est-ce que tu as l'obligation de lui faire comprendre que la transparence, c'est le plus important dans ce document-là? Parce que, moi, j'en lis énormément de déclarations du vendeur, puis des fois, il y a des affaires qui sont visibles sur le bâtiment qui sont pas déclarées en disant, l'inspecteur va le trouver, mais en fait, c'est pas le rôle de l'inspecteur, c'est pas de trouver les choses qui n'ont pas été déclarées dans la déclaration du vendeur. Ça devrait, si c'est visible puis que le vendeur le sait, ça devrait être déclaré. Oui, absolument. La première chose, oui, là, pour moi, c'est faut tout mentionner. Faut tout mentionner. Faut lire la question. La question est claire. Là, les mots ont une signification particulière. Tu lis la question, puis là, as-tu la réponse? Moi, quand je vois qu'il y a comme une ambiguïté, je vais te worder la question de 2-3 façons différentes. S'il y a un oui là-dedans, là, on marque oui, puis c'est pas grave, on spécifie. Puis une déclaration du vendeur bien faite, là, quand il y a un oui, hein, c'est pas écrit au stylo à côté, là, fissure de fondation, ouais, mur sud-ouest. Non, tu t'en vas à la fin, tu marques le numéro de la clause, puis là, tu marques, là, fissure de fondation, réparée en 1995 par un expert, on n'a plus la facture, il n'y a jamais eu d'infiltration d'eau, jamais eu de puits, on l'avait fait en prévention. Tu mets de la chair autour de l'os. Fait que là, c'est simple pour l'institution financière quand il lit le document, c'est simple pour l'inspecteur quand il lit le document, c'est simple pour l'acheteur quand il lit le document, puis pour toi, tu te sens bien parce que tu fais comme, hey, j'ai tout dit, là, là. Fait que c'est simple. Ça permet aussi d'avoir une belle relation avec l'acheteur parce que, on s'entend-tu que quand il y a des choses qui sont pas déclarées, puis ils sortent, mettons, à l'inspection, puis qu'ils auraient pu être déclarées, c'est comme un bris de confiance envers la personne qui vend la maison. Là, tu fais comme, mais pourquoi t'as essayé de me cacher ça? Donc, c'est pas dans l'intérêt de personne de pas bien déclarer les choses, là. Non, moi, je pars avec l'idée que les gens sont honnêtes. Sont bienveillants, là, tu sais, là. Fait une déclaration du vendeur, ça reste à votre connaissance. Fait que je leur dis souvent, quand que je remplis une déclaration du vendeur, là, je dis à votre connaissance. Y a-tu eu des problèmes de plomberie depuis l'année où vous avez acheté? Puis s'ils me répondent non, c'est à leur connaissance, tu sais. Okay. Est-ce que ça se peut qu'il ait oublié qu'à m'amener, il y a un robinet là, qui a oublié d'être fermé ou qu'il y a eu 2-3 gouttes sur un renvoi qui est tombé? Ça se peut-tu qu'il ait oublié de me le dire? Ça se peut, tu sais, c'est des humains, là, tu sais, là, mais je pose les questions, puis je les pose, tu sais, je les pose pas vite, là. Je prends le temps de rédiger la déclaration du vendeur parce que c'est un document qui est super important, tu sais, c'est toute la connaissance qu'ils ont sur le bâtiment qu'ils partagent à l'acheteur. Exact. C'est pas une paire de choses, là, genre, t'as-tu déjà pilé dans l'eau, là, c'est une maison à 500 000. Ils permettent aux gens d'acheter en connaissance de cause, puis en même temps,
ça permet aussi tu peux pas me renégocier là-dessus, je te l'ai dit. Ouais, ça, là... Non? C'est que c'est flou, ce côté-là, hein. Les acheteurs, des fois, là... Puis là, je vais piler sur des œufs là-dessus, là, mais les acheteurs, ils veulent tout le temps... Ils veulent régulièrement négocier pour des affaires. Mm-hmm. Là, il y a un jugement de cour qui est sorti en 2024, un mois mai 2024. Là, je me rappelle plus c'est la cause qui compte qui, là, mais où il y a eu un jugement qui a été donné en faveur d'un vendeur parce qu'un acheteur s'était sorti d'une transaction. Puis là, tu peux pas l'obliger à continuer. Là. Physiquement, là, tu peux pas. Il t'envoie l'annulation de son offre d'achat. Tu peux pas dire « Fuck you! On continue! Tu vas passer chez le notaire. » Ça marche pas comme ça. La transaction, elle s'annule. Par contre, après, tu peux aller en cours, puis là, il y a eu un jugement de cour qui a donné raison à un vendeur, comme quoi l'acheteur s'était retiré, puis que c'était pas valable. Fait que moi, ça, je l'explique maintenant, là, mais des fois, c'est des affaires de, je sais pas moi, 2000$. Puis là, les gens, ils veulent renégocier pour 2000$. Pour moi, c'est important de le dire aux acheteurs, on peut faire la demande. Légalement, le vendeur a le droit de refuser ta demande, puis légalement, tu n'as pas nécessairement le droit, puis là, ça sera un juge, puis des avocats de juger si oui ou non tu as le droit, mais moi, je te mets un red flag, là. Ça, c'est une situation qui est ambiguë. Tu n'as pas vraiment le droit de te retirer pour une niaiserie à 2000$. Puis là, il y en a qui me diront 2000$, c'est pas une niaiserie. Puis il y en a d'autres qui me diront 2000$, c'est une niaiserie. Parce que qu'est-ce qui est valable pour un, puis il l'est pas pour l'autre, là, tu sais, je veux dire. Puis moi aussi, en inspection, je vais souvent le dire à mes clients, ils vont me demander, est-ce que tu trouves que c'est majeur ou, tu sais, ces choses-là, est-ce que tu l'achèterais, toi, le bâtiment? Mais c'est parce que pour moi, ce qui est grave ou pas, ça diffère d'une personne à l'autre, tu sais. Fait que valable ou raisonnable, qu'est-ce qui... Il n'y a pas d'échelle prédéterminée, mais c'est bien marqué là, dans les documents légaux. Il faut que ça soit significatif. Fait que là, c'est quoi significatif? Ben, mettons une maison à 500 000, mettons 2000$ d'électricité. À mon opinion, à moi, là, je suis pas avocat, je ne suis pas rien. Là, je suis simplement moi, puis c'est une opinion personnelle, tu sais. Puis professionnelle, mais 2000$, non, tu sais. Ton maison à 500 000, t'as 20 000 à mettre dans la toiture parce que tout est pourri, puis faut que tu refasses au complet, tu comprends? Là, c'est significatif. C'est significatif. Puis il faut que ça soit fait là, c'est pas... tu sais, quelque chose qu'il faut qu'il soit fait ou quelque chose de volontaire aussi, c'est différent, tu sais. Fait que c'est très flou, cette notion-là de je peux-tu renégocier, pas renégocier, c'est quoi, c'est significatif. L'important, c'est d'essayer d'être pas dans l'émotion, d'être le plus réfléchi terre à terre possible. Puis mon objectif, c'est toujours de trouver une entente pour que les deux puissent réaliser leur projet. Fait qu'autant le vendeur qu'autant l'acheteur, qu'ils puissent réussir à s'entendre. Fait qu'on essaye d'avancer puis de naviguer là-dedans pour qu'il y ait une entente commune puis que tout le monde soit content, t'sais. Mais c'est jamais facile. Parce que là, on entend souvent aussi sur les réseaux sociaux, mais dans la vraie vie aussi, mais on en entend de plus en plus parler sur les réseaux sociaux que le rapport d'inspection, il n'est pas supposé servir à négocier. Bon, entre toi puis moi, tu sais, s'il y a des affaires qui sortent dans le rapport d'inspection qui sont assez importantes, oui, on peut s'en servir pour essayer de renégocier un prix ou quelque chose comme ça. Je sais qu'on fait pas l'inspection dans le but de négocier, mais ça l'amène quand même une ouverture à. Ben, c'est une expertise, tu sais. Dans le sens, c'est un expert qui vient faire le tour de la propriété puis qui te donne un rapport sur lequel on a des faits. Fait que là, j'ai une photo d'une situation. Fait que, tu sais, une infiltration d'eau active, mettons. Non, tu sais, j'ai une photo. Tu vois l'infiltration d'eau active. Là, il y a une mention des impacts que ça peut avoir. Là, à partir de là, l'inspecteur, puis là, tu sauras me le confirmer ou pas me le confirmer, mais il va dire, ben, moi, je ferai une vérification avec des professionnels. Tu sais, tout est là pour témoigner de l'état. T'es pas là pour faire une soumission, ça va coûter combien, puis dire comment le réparer. C'est, je vois qu'il y a une infiltration d'eau, je te recommande de regarder ou avec des gars d'isolation parce que l'isolation est touchée, ou avec des personnes, un maître couvreur. Faut trouver d'où ça vient, puis réparer. C'est ça, là, tu sais. Fait qu'on se base, le rapport d'inspection, ça reste que c'est la preuve de notre demande future, tu sais. Fait que s'il y a comme une infiltration d'eau dans le toit, ben, tu sais, je vais envoyer les pages du rapport, puis je vais dire, hey, regarde, il y a telle situation, tu sais. On aimerait ça peut-être faire venir un gars ou une fille de toiture pour faire une soumission, savoir combien ça coûte, puis à partir de là, ça va être plus facile pour nous de faire, bon, mais tu sais, c'est vraiment quelque chose de problématique et très coûteux, ou c'est vraiment quelque chose de problématique et pas très coûteux, puis là, il y aura une décision qui sera là, ça va-tu être un partage des charges, ça va-tu être aux frais du vendeur, faut-tu que ça soit fait tout de suite, fait que là, tu sais, on regarde voir comment qu'on avance là-dedans, mais
le rapport d'inspection, ça reste que c'est la preuve. Exact. C'est le constat d'un expert. Exact. Fait que oui, c'est à utiliser. Fait que tu peux t'en servir pour négocier. C'est essentiel. Sinon, tu fais juste « Ouais, ça coule dans la toiture. Ouais, OK, mais peux-tu me le prouver? Ouais, je pourrais, mais je vais pas t'envoyer le rapport. Mais voyons, c'est à ça que ça sert, là, tu sais. Là, c'est une preuve physique, là. Ouais. Puis là, si on revient un peu à la DV, tu sais, est-ce que tu penses que c'est parce que de l'argent en jeu, puis de la grosse argent, là, qu'on peut avoir tendance à essayer de cacher des affaires dans la déclaration du vendeur, soit autant le vendeur que le courtier, là. Tu sais, on entend des histoires d'horreur sur les réseaux sociaux souvent. Je sais que c'est pas la majorité des cas, mais ça reste que, tu sais, on en entend parler, puis on se dit, ben là, ils ont essayé de cacher des affaires. Penses-tu que c'est vraiment à cause du côté monétaire qui vient avec ça, que les gens ont tendance à vouloir minimiser ou... Je suis quelqu'un qui a foi en l'humanité. Fait que je peux pas concevoir que quelqu'un volontairement cacherait quelque chose, tu sais. Fait que je pourrais difficilement répondre à ta question parce que pour moi, c'est comme inconcevable, tu sais. Là, s'il y a eu des oublis, ben c'est un oubli, tu sais. Je pense pas qu'il y a personne qui vont cacher des choses. Là, des fois, exemple, là, si tu lis, tu sais, là, la déclaration du vendeur, c'est à sa connaissance. Ça, c'est la première affaire. Puis, mettons, là, une fuite d'eau. Là, j'ai fait une rédaction de déclaration hier, là. Fait que, tu sais, la fuite d'eau, là, c'est marqué quelque chose comme, genre, y a-tu déjà eu une fuite qui a créé des dommages? Ben, si ça l'a pas créé de dommages, ben, le vendeur, il va dire non. Est-ce qu'il y a déjà eu une fuite d'eau? Depuis, mettons, 1998, ça se peut qu'il y en ait eu une, mais s'il n'y a pas eu de dommages, c'est normal qu'ils répondent non. Là, si toi, tu trouves des signes qu'il y a eu un dégât d'eau, une fuite d'eau, tu vas le témoigner, puis là, ils vont dire « Ouais, mais là, c'était pas mentionné. » Oui, mais est-ce qu'un cerne, c'est un dommage? Mm-hmm. Ah, ben là, tu sais, c'est ça. Fait que là, on est dans l'interprétation. Fait qu'il y en a un qui va dire « Ben oui, c'est un dommage. » L'autre qui va dire « Ben non, c'est pas un dommage. » L'autre qui va dire « Ben c'est un signe de... » Fait que pour moi, c'est inconcevable que quelqu'un volontairement cache quelque chose. Fait que je pars, tu sais, des fois, le monde, mettons, mes clients vont dire, ben là, c'est sûr que le vendeur savait ça, c'est sûr qu'il a essayé de nous le cacher. Je suis même, ben, sûrement pas. Partons avec le non. Il a été honnête, puis c'est pas de sa faute si ça se retrouve pas dans la déclaration du vendeur, puis travaillons en se disant qu'il y a pas de trou de cul dans la transaction, là, puis que c'est juste une situation qui arrive, tu sais. Okay. Fait que je pars plus avec ce mindset-là que, mettons, y a-tu un gain financier à faire à cacher quelque chose? Ouais, mais moi, j'ai plus l'impression que des fois, les gens ont l'impression que leur maison va passer pour une mauvaise maison parce qu'il y a eu plusieurs affaires, tu sais. Ouais. Fait que là, ils ont comme l'impression que si j'en dis pas trop, tu sais, puis qu'il y a pas un paquet d'affaires décrits, les gens, ils vont se dire, ah ben, tu sais, ça, c'est une bonne maison, tu sais. Je parle plus, tu sais, de la conscience de la personne qui vend sa maison, tu sais, puis qui veut bien la représenter. Mais en même temps, tu permets pas non plus à quelqu'un d'acheter en connaissance de cause si tu lui caches des choses. Tu sais, moi, je vois souvent ça dans la déclaration du vendeur, fissure, non, puis j'arrive en inspection, puis c'est très rare qu'il n'y en a pas des fissures sur une fondation. Oh, mais il y en a. Pourquoi écrire non? Je comprends pas ce bout-là, ou de minimiser, genre, petite, légère fissure apparente. Tu sais, c'est une fissure. Une fissure, c'est une fissure. Il y a une fissure de fondation. Mais tu vois, moi, ça, si je trouve que c'est une petite fissure, je vais marquer légère fissure. Légère fissure. Ah ouais! Pour plusieurs raisons, là, la première, c'est parce que, d'après moi, c'est une légère fissure. Je veux dire, si c'est moins que, mettons, une carte, là, je vais marquer légère fissure. Je ne marquerai pas fissure de retrait parce que je suis pas un professionnel de fissure, fait que je veux pas nécessairement dire que c'est une fissure de retrait ou pas une fissure de retrait. C'est pas ma job de faire ça, mais c'est sûr que je vais marquer légère fissure. Puis la deuxième raison, c'est parce que c'est plate, là, mais des fois, il faut travailler pour d'autres acteurs qui sont dans la transaction qui, j'ai l'impression, sont fucking chicken, dont les institutions financières. Ouais. Fait que si tu marques fissure de fondation, grosse comme mon bras, ça se peut que l'institution financière fasse comme « fuck, wow, je vais demander une expertise avant de te financer », tandis que s'il est marqué légère fissure, puis là, le but, c'est pas de minimiser, mais il y a plusieurs situations là, dans mes dossiers où il faut que j'essaie de réfléchir à comment je peux éviter qu'un parti dans la transaction amplifie ce que je vais marquer pour mettre des bâtons dans les roues de la transaction quand il ne devrait pas y en avoir. Fait
Fait que, mettons, légère fissure, là, ou genre légère fuite d'eau du réfrigérateur, rapidement pris en charge, rapidement pris en charge par les propriétaires. Immédiatement. Tous les matériaux endommagés ont été échangés. Aucun problème de pluie, aucun problème relié. Moi, c'est de même, mettons, que je vais le worder, tu sais. Parce que je veux pas que ça soit pris comme si c'était un Christi gros problème, c'est une niaiserie, tu sais. Ils me le disent, puis là, je fais comme ça, c'est une niaiserie. On va le marquer quand même. Parce qu'on va tout marquer, tu sais. Mais c'est une sacrée manière. On pourrait pas le dire, puis ça serait pas la fin du monde, mais on va le dire quand même parce que, tu sais, je veux vous protéger. Mais on va le worder pour que le monde soit pas alarmé, là, tu sais, là. Puis là, après ça, ben, l'inspecteur, il passe, puis il dit, ben oui, je vois que, tu sais, mettons, la structure de plancher, je vois un cerne. Il n'y a pas d'humidité, c'est pas pourri, c'est pas... la structure est encore solide, il n'y a vraiment pas de stress, mais on voit qu'il y a déjà eu de l'eau, tu sais. Ah, parfait, bon, mais ça concorde, number one. Tout le monde est good, tu sais. Fait que, ouais, je le word pour que ça soit le moins alarmiste possible, mais tu sais, puis même un problème alarmant, mettons, genre, je sais pas moi, une décharge de drain de fondation qui s'est bloquée, l'eau a monté de 2 pouces dans la cave, ben, je vais pas marquer, tu sais, potentielle moisissure, test d'air recommandé, ben non, tu sais, je vais témoigner de ce qui est arrivé, je vais le marquer, puis je vais marquer les faits, puis là, ça sera à la personne d'investiguer à sa tolérance au risque. Okay. C'est surtout ça. Là. Ouais. Puis là, ben, on voit bien des affaires sortir dans les médias. Puis tout ça, on parle beaucoup des courtiers immobiliers depuis un bon bout. On a lâché peut-être un peu la bride aux inspecteurs parce qu'on y a goûté, nous autres aussi. Ah ouais, je te confirme. Mais là, on voit plein de choses se passer, puis des petits scandales, là, si on veut. Puis, tu sais, ça touche à des gens qui s'achètent une propriété, tu sais, des gens qui se font un peu arnaquer dans tout ça. Tu sais, par exemple, des rapports d'inspection qui ont été cachés à la suite d'une inspection, ces choses-là. Est-ce que c'est... Je connais sûrement la réponse, mais je veux quand même te l'entendre dire. Est-ce que c'est courant d'essayer de cacher un rapport d'inspection? Pourquoi? Quel est le but de ça, tu sais, de cacher un rapport d'inspection pour essayer de justement minimiser une problématique qui est là puis qui a été divulguée là sur... 2 réponses. La première, c'est que normalement, s'il y a eu un rapport d'inspection, tu devrais faire une modification à la déclaration du vendeur. Puis dans la question, y a-tu déjà eu un rapport d'inspection marqué oui? Il est non disponible. Est-ce qu'il est disponible? Tu as le droit de marquer non. Non, il n'est pas disponible. La deuxième raison, c'est parce que il y a toutes sortes de professionnels, là. Puis, tu sais, il y a des inspecteurs que je réfère, puis j'en réfère majoritairement 4 ou 5, là, tu sais, puis t'en fais partie, parce que je sais qu'ils travaillent adéquatement à mes standards à moi. Donc, divulguer tout, être têteux, mais mentionner les choses. Pas extrapoler les choses, amplifier, aggraver des situations qui... Tu sais, l'acheteur, il est déjà on the edge. Là. C'est comme le moment, là. C'est le pic, là. C'est le point de pivot de sa transaction. C'est-tu une hostie de dompe que j'achète ou j'ai-tu confiance en ma transaction? T'sais. Il est là le point de pivot, là, l'inspection. Là, là. Puis tu as des inspecteurs qui sont moins bons dans leur... Le rapport, ultimement, va être pas mal... D'un rapport à l'autre, là, c'est somme toute des clauses préécrites, des photos qui sont mises dans un rapport. Tu n'écris pas chaque mot de ton rapport. Ça serait pas trop long à écrire, là, tu sais, là. Fait que le rapport peut se ressembler, mais ce qui a été dit durant une inspection est que ça, d'un inspecteur à l'autre, là, la façon de transmettre l'information, ça, c'est la première chose. Puis jusque où il va aller dans ce qu'il va dire. Il y en a qui, c'est une inspection non exhaustive visuelle des lieux. Si je rencontre des choses, je te témoigne ce que je vois, t'en fais ce que tu veux, puis tu fais l'expertise au besoin. Mais il y en a qui vont bien plus loin que ça. Fait que là, la merde appogne la transaction est annulée, il nous donne le rapport pour annuler la transaction. Donner un rapport qui est lourd en problématique ou en situation potentiellement problématique à un acheteur qui n'est pas là avec l'inspecteur, j'ai beaucoup de difficultés à faire ça, moi. Parce que entre le moment de l'inspection, puis la rencontre, puis l'inspection là, avec l'inspecteur, puis juste lire le rapport, c'est 2 expériences qui sont totalement différentes. Fait que, premièrement, il faut que ça soit divulgué. Après ça, c'est pas obligé d'être partagé. C'est pas une information mais si la problématique est là, puis est réelle, là, est grave, tu sais, puis ça a sorti au moment de l'inspection, puis on est capable de le prouver que c'est là, ben l'acheteur, il se doit de le savoir, là, avant même. Le vendeur se doit de le déclarer. Exactement. Parce que maintenant, il est en connaissance de cause. À moins qu'il n'ait pas lu le rapport.
Ouais, mais là, c'est un peu joué sur le... C'est un peu joué. On parle juste de... Mettons qu'on met des scénarios. Là, je dis pas que c'est une pratique courante, c'est une pratique que je suggère ou c'est une pratique que j'endosse, là, mais mettons qu'il l'a pas lu le rapport. Qu'il a juste reçu l'annulation, puis qu'il a pas lu le rapport, il est pas au courant. Il y a quelqu'un qui est au courant, sacrément. Là, son courtier le sait, là, en tout cas. À moins qu'il ait pas lu le rapport. Ouais, mais ils vont le lire, là. Hey, je pousse juste, mettons, la réflexion. Là. Mettons que le courtier n'a pas lu le rapport, il a juste accepté l'annulation de la transaction, puis le vendeur n'a pas lu le rapport. Qui est au courant? Ouais, mais c'est pas un peu sa job de la lire, le rapport? Ah, ben là, je suis d'accord avec toi. Ouais, absolument. Là, tu sais, normalement, tu regardes pourquoi, puis là, il y a une mention qui est faite. Puis, tu sais, le vendeur, idéalement, s'il y a une problématique, là, je sais pas moi, une infiltration d'eau dans le sous-sol active présentement avec présence de moisissure, ben idéalement, le vendeur, suite à l'inspection, tu sais, il fait venir un professionnel ou demande à ses assurances d'intervenir dans le dossier, puis entame des procédures pour faire la rectification de cette situation-là, change la déclaration du vendeur, mentionne, met les preuves où il est rendu dans le cheminement pour régler la problématique, partage cette information-là, puis continue la transaction. Tu sais. Mais oui, ce qui est à l'intérieur ce qui est à la connaissance du vendeur maintenant devrait être déclaré. Exactement. Fait qu'il faut que la déclaration soit modifiée. Ouais. Avec la problématique aussi ajoutée. Ouais. Le fait qu'il y a un rapport disponible. Ouais. Je te pousse la note, mettons. Mettons le rapport hey, là, qui risque ça, c'est un terrain glissant pour moi. Mais mettons que le rapport a 76 pages. Ouais. Le vendeur en prend connaissance. Mm-hmm. Est-ce que tu comprends toutes les modifications qui doivent être faites à l'intérieur d'une déclaration du vendeur? Mettons que le rapport n'est pas partagé. Mm-hmm. Faut qu'on repasse au travers de la déclaration du vendeur au complet. Puis là, chaque petit point, tu sais, doit être modifié avec sa nouvelle connaissance. Mais là, tu sais, est-ce qu'il a tout assimilé l'information? Est-ce qu'il se rappelle de tout ce qu'il y a à l'intérieur du rapport? Quand on est dans un terrain glissant pour le vendeur en sacrement, fait qu'on est mieux de partager le rapport à ce moment-là. Je suis totalement d'accord. Parce que ça nous libère. On fait comme, hey, by the way, il y a déjà eu un rapport. Voici le rapport. On a Chiavardé. Bref, on a mis une slice noire sur le nom et les informations des acheteurs, tu sais, ceux qui ont payé le rapport. Puis voici le rapport qui fait maintenant partie intégrante de la déclaration du vendeur. C'est la façon la plus facile de se décharger de toute mention puis de déclaration, d'après moi. Puis c'est la façon honnête aussi de le faire. Transparente, là. Transparente. Ouais. Parce que, tu sais, je comprends le but que, tu sais, la personne, elle peut pas faire peur aux gens avec sa maison parce qu'il y a plusieurs affaires qui apparaissent, puis c'est vrai que quand on lit un rapport d'inspection, si on n'était pas là, ça reste que, bon, tout est là, fait que ça fait pesant à lire. C'est une maison de marde, là. Tu sais, ben, ça fait pesant à lire, c'est sûr. Mais s'il y a vraiment une problématique importante, grave, là, ça change toute la donne au niveau de l'acheteur, mais aussi du bâtiment, puis de le permettre à la personne. Il y a des gens pour qui ils vont dire, mais regarde, c'est pas grave, moi je veux acheter pareil, mais il y en a d'autres qui vont paniquer avec ça, puis qui vont vouloir se retirer, tu sais. Mais ta job, c'est de laisser l'acheteur acheter en connaissance de cause qu'ils veulent ou qu'ils veulent pas, là. Ouais. C'est un peu ça. C'est glissant comme terrain de discussion, je le sais, parce qu'on entend beaucoup parler dans les médias puis dans les réseaux, puis je le sais que, tu sais, c'est personne qui a envie de se faire une mauvaise presse à sa profession, tu sais. Mais toi, quand tu es témoin de genre de choses comme ça, est-ce que tu lèves un flag? Est-ce que tu fais une plainte ou est-ce que tu as peur que ça te revienne dessus puis que tu passes pour le... Mettons que je verrais une situation où il y aurait un manque de déclaration, de transparence, mettons, là, tu sais, là. Ou tu as peur de nuire à ta profession? Je pars toujours avec le fait que les gens sont bienveillants. Fait que c'est rare que je regarde une situation puis je me dis... Ça a l'air d'être un asti de grosseur, là, tu sais. Je suis pas mal sûr que... Ça m'est déjà arrivé de mettons, lire des déclarations d'une propriété que j'ai déjà visitée ou que je connais un peu l'historique, puis de faire comme, hey, d'appeler le courtier, faire, je pense qu'il manque quelque chose, parce qu'il y a déjà eu plantation de cannabis dans cette maison-là, je te le confirme. Pas parce que c'est moi qui en a planté là, mais parce que je le sais. Ouais. Fait que moi et toi, je pousserais un peu parce que si tu t'en vas dans le garde-robe en haut, pas mal sûr que tu vas avoir des ballasts, des timers puis de l'aluminium. Fait que tu sais, Chris, fais 1+1 puis pousse ton vendeur à bien répondre à tes questions. Là, là. Fait que ça m'est arrivé de challenger le professionnel. Est-ce que ça m'est déjà arrivé d'appeler mon autre professionnel pour faire des plaintes sur des situations que je jugeais potentiellement frauduleuse ou shady un peu? Non, mais ça m'est déjà arrivé d'appeler par exemple le professionnel dans le dossier puis d'essayer de le challenger un peu pour que lui puisse prendre action puis récupérer la balle qui était peut-être sur le bord d'échapper là. Ouais, ça ouais.
Ça, oui. Ouais, parce que, je sais que c'est pas évident, puis il y a personne qui veut faire salir sa profession. Là. Puis moi, la première, parce que j'en vois des choses passer, excuse-moi, j'en lis des rapports d'inspection beaucoup, tu sais, par la suite, puis écoute, des fois, je lis un rapport d'inspection, puis je fais comme, je suis un peu découragée de ce que je lis, tu sais. Est-ce que ces gens-là doivent être réprimandés? Ben, je pense qu'on doit, tu sais, je veux dire, je pense que je me dois d'en parler justement parce que mon but, moi, c'est que les acheteurs puissent être protégés dans un achat aussi, là. Fait que, tu sais, c'est un peu un couteau à double tranchant. On se sent un peu coincé là-dedans, mais quand on parle des vraies choses, c'est pour essayer de les régler, selon moi, là. C'est pas juste pour dénigrer, au contraire, des professions, là. Moi, j'ai ma profession très à cœur dans le sens où j'aime vraiment ça, ce que je fais, tu sais. Par la liberté ou vraiment pas liberté d'horaire que ça me donne, mais tous les bienfaits de ce que je fais, puis j'aime vraiment ça, être courtier, faire du courtage, aider des clients. Fait que c'est sûr que mon objectif, c'est d'améliorer la profession de jour en jour, tu sais. Je le fais pas en étant un détective de la mauvaise transaction, mais en essayant de moi-même augmenter mes standards, d'en parler sur les réseaux, d'être le plus bold possible, tu sais, que les gens y entendent l'écho de ce qu'on fait, comment qu'on fait, pourquoi qu'on le fait, pour que ça puisse, que je puisse venir comme contaminer positivement les gens autour de moi ou les gens qui m'écoutent de cette façon-là, tu sais. Fait qu'en faisant des vidéos sur YouTube, sur mon channel, en ayant mon podcast, en étant présent sur les réseaux sociaux, j'essaie de contaminer les gens de réflexion positive, de réflexion éducative sur l'immobilier, sur la profession. C'est ma façon d'essayer d'augmenter la qualité de la profession. Puis même moi, tu sais, moi j'en écoute aussi, puis j'en consomme, puis ça m'aide à me remettre en question, puis à changer des pratiques, puis à améliorer des pratiques. J'y vais vraiment plus de cette façon-là, j'ai l'impression. Là, j'y pense en te parlant, là, mais je pense que c'est vraiment plus par bon exemple, par amélioration, par application de bons procédés que j'essaie d'améliorer la profession de courtier. Par l'exemple, comme on dit. Ouais, c'est ça, que les babines suivent les bottines, les bottines suivent les babines. C'est conséquent dans ce que tu dis puis dans ce que tu fais. Ouais, absolument. C'est bon. C'est la meilleure chose à faire parce qu'on peut pas prendre la place des autres, mais on peut nous-mêmes essayer de démontrer notre professionnalisme à travers ça. Ouais. Tu parlais tantôt d'inspecteurs en bâtiment, tu sais, que tu réfères des gens, tout ça. Pour toi, puis pour les courtiers immobiliers, qu'est-ce qu'un bon inspecteur en bâtiment? Parce que, tu sais, on s'entend que on peut aussi être la bébite noire. J'ai pas un métier facile, là. Tu sais, autant que tu peux être aimé, autant que tu te fais détester rapidement. Il suffit qu'il y ait quelque chose qui se passe, puis souvent, c'est la faute de l'inspecteur. Tu sais, s'il y a un problème dans la maison, des fois, c'est la faute de l'inspecteur. Fait que c'est pas tout le temps évident de bien divulguer, de bien dire les choses. Je le sais, tu sais, j'essaie toujours d'emmener ça avec un grain de sel, mais bon, ça reste que c'est l'état du bâtiment. J'ai pas inventé le problème, il est là. Fait que qu'est-ce qui fait qu'il y a des bons inspecteurs ou des mauvais inspecteurs? Pour moi, le point le plus important, c'est la façon de transmettre l'information. C'est vraiment ça, parce que je veux dire, ce qui est là, c'est là. Fait que s'il manque des scellants, il manque des scellants. S'il manque des scellants puis en arrière, c'est pourri, il manque des scellants puis en arrière, c'est pourri. Là, là, ça, c'est l'état du bâtiment. Là, là, toi, tu le dis. Mais il y a une façon, tu sais, mettons qu'on prend les scellants d'une propriété, ben, j'ai pas vu c'est rare en sacrament, là, que j'ai vu une inspection où l'inspecteur va pas dire les scellants ici, tu sais, ils s'en viennent secs. Ça va être à changer, tu sais. Mais il y a une façon de le dire, puis il y a une façon de le dire pour que l'autre, il panique ben raide, tu sais. Fait que même pas la vulgarisation, vraiment la façon de transmettre l'information, pour moi, c'est le plus important. Puis de s'en tenir à son rôle. Son rôle, c'est d'inspecter visuellement, non exhaustif, la propriété, puis de par la suite transmettre ses observations. L'inspecteur qui fait ça, là, qui est capable de bien dire les choses puis de se concentrer sur qu'est-ce qu'il vient faire dans la propriété, là, c'est le meilleur. T'sais, on a eu une situation dans les 10 dernières années. Ouais. On vise personne. Non, d'un inspecteur qui avait plus qu'un métier. Dont un métier qui pouvait lui permettre de se prendre pour un courtier immobilier. Puis, durant l'inspection, il a mentionné que pour tel point, ben c'est sûr que je vous conseille de renégocier le prix, là. Mm-hmm. Hey, mon petit chumé, là,
toi, t'es ici présentement comme inspecteur. Fait que le chapeau que t'as pris chez vous dans ton garde-robe quand t'es parti, là, c'est ton petit chapeau d'inspecteur. Moi, je suis le représentant du client qui achète. Fait que gère ta fougère, puis je vais gérer ma forêt. C'est-tu clair, tu sais? Fait que si ça c'est fait, là, c'est un bon inspecteur. Là, après ça, il y a ses connaissances, son bagage, les appareils qu'il peut apporter, à savoir, il fait-tu de la thermographie, il regarde-tu les drains, il y a plein d'autres choses, mais la grosse base, là, bien communiquer l'information, puis s'en tenir à son rôle, je pense que déjà, tu as une formule gagnante à comme 75%. T'sais. On entend aussi souvent que, mettons, les gens, ils ont peur des fois de prendre l'inspecteur qui est référé par le courtier, là, parce que supposément qu'il y en a eu déjà dans le passé qui ont été de mèche ensemble, puis des choses comme ça. Est-ce que tu penses que ça devrait être une pratique qui devrait être bannie, ça, de référer un inspecteur, ou que les gens devraient faire leur devoir, chercher eux-mêmes à trouver un inspecteur? Les pires expériences que j'ai eues avec des inspecteurs, là, ça a été référé par quelqu'un de la famille, un ami, où j'ai regardé sur Internet, il y avait des bons reviews, je l'ai pris. Puis là, la base là, que je viens juste de te parler là, elle n'est pas rencontrée. Là. Hein? Il gère pas sa fougère, puis il communique mal l'information. Puis moi, j'arrive à l'inspection, là, l'inspecteur, là, normalement, il arrive d'avance. Là, déjà, s'il n'arrive pas d'avance, je sais que ça commence mal en sacrament. Là. Puis là, on commence l'inspection, puis là, moi, je suis à côté, puis c'est pas vrai que je vais intervenir, là, tu sais, pour, y dire ça, c'est pas vrai, ça, c'est vrai, ça, calme-toi les nerfs, là, tu sais, là, t'es capable de le dire d'une différente façon. Je vais laisser la game aller, là, tu sais, c'est sa job, c'est son show, là. Fait que j'essaie de le laisser aller. Des fois, je vais pas poser des petites questions comme pour que l'acheteur y ait un complément d'information, mettons. Mais c'est son moment, tu sais. Mais moi, je suis à côté pendant entre 30 minutes et 3h30, mettons. Tout dépendant c'est quel inspecteur, là, tu sais, là. Puis c'est un long Christ de 3h30. Parce que je sais que c'est le bordel ce qui est en train de se passer, tu sais. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un que je connaissais pas, fait que je pouvais pas non plus dire, exemple... bon, mais l'inspecteur, tu sais, que je vais te référer 4 inspecteurs, cool, lequel je choisis, super, go, on va planifier, puis là, après ça, dire, hey, by the way, tu sais, l'inspecteur, l'inspectrice que tu as choisi, c'est quelqu'un qui est vraiment consciencieux. Fait que tu vas en avoir du stock qui va sortir de sa maison. Je sais, je connais sa façon de procéder, tu sais. Par contre, elle va bien te communiquer l'information, mais je te le dis, tu sais, une inspection, c'est déjà beaucoup de points, puis cette personne-là est vraiment assidue à tout vérifier puis à tout communiquer. Fait que ça va être lourd d'informations, ça va paraître gros, mais je vais être là avec l'inspecteur ou l'inspectrice pour venir poser des questions pour bien que tu comprennes, à savoir, c'est-tu quelque chose qui est fréquent? C'est-tu quelque chose qui est pas fréquent? C'est-tu quelque chose qui est comme fucking problématique? Ou c'est quelque chose qui est problématique mais qui est régulier? T'sais, mettons, je sais pas, moi, l'espace entre la porte et le balcon, c'est régulier. Est-ce que ça devrait pas être comme ça? Ça devrait pas être comme ça. Mais est-ce que c'est régulier? Oui. Est-ce que tu décides de pas acheter parce que le balcon est trop proche de la porte? Non. T'sais. Mais ça peut être un sujet que tout d'un coup qui fait bien peur à quelqu'un. T'sais. Fait que de préparer la personne, ça va aider. Puis moi, quand je connais les professionnels qui vont être dans le dossier, ben je connais leur professionnalisme, je connais leur façon de faire l'inspection, je connais leurs compétences aussi, leurs connaissances. Puis je suis vraiment plus confiant de dire, hey, on va avoir vraiment un bon inspecteur sur le dossier. Il va tout voir. N'importe quel humain peut faire des erreurs, mais il va tout voir. Puis on va bien se faire communiquer l'information, puis on va vraiment pouvoir avancer dans le dossier avec les yeux en avant des trous, puis avec les bonnes informations pour continuer ou ne pas continuer dans le dossier d'acquisition. T'sais. Mais ça ne sera pas parce que j'ai un jambon devant moi, ça va être parce que la maison est problématique, puis tu prends la décision selon ta tolérance au risque que tu ne veux pas aller de l'avant. C'est ça, dans le fond... Ouais. L'inspecteur, lui, se doit de divulguer ce qu'il voit. Ouais. Ça, c'est sûr. C'est la base. Là. C'est la base. Il est là pour ça. Ouais. C'est sûr que, tu sais, des fois, on le dit, ça peut faire lourd, mais ça reste que tous les petits détails qui sont mis là dans un rapport d'inspection aussi, ça permet aux gens d'évaluer, bon, je vais avoir plus de travaux que je pensais à faire ou non, tu sais. Puis là, on en parlait tantôt, il faut que ça soit vraiment un cas... grave, spécifique, significatif, significatif, ouais, le mot que j'ai de la misère à retenir parce que significatif,
j'ai des gens, moi, qui une porte qui ferme pas bien, ça va les stresser, puis d'autres, la fondation est à refaire, puis c'est pas grave, c'est un projet, puis ils sont bien contents de ça. Ouais. Fait que significatif, ça reste un mot qui est vague pour un achat immobilier, tu sais, qui les gens peuvent stresser avec plus petit et plus gros, là, tu sais, on s'entend. Puis là, est-ce que la fameuse blacklist là, d'inspecteurs, ça existe-tu, ça? C'est-tu un moi, mythe ou... J'ai pas de courtier dans mes réseaux sociaux. J'en ai un peu, là, tu sais, je peux les nommer, puis c'est sur le bout de mes doigts, mais j'ai pas de courtier dans mon Facebook. Non, j'ai pas de courtier dans mon Instagram. J'ai pas de courtier sur TikTok. Je suis pas de courtier sur YouTube. Non. Aucun. Zéro. Puis quand on me demande des demandes d'amitié, je refuse. J'ai tout le temps fait là, mon petit chemin tout seul, puis j'ai toujours une réflexion. Mes réflexions, c'est toujours sur c'est quoi qui est bon pour le client, comment je peux m'améliorer pour le client. Je veux pas savoir ce que les autres font, je veux pas savoir ce que les autres disent, je veux pas savoir s'ils se mettent les pieds dans les bouches, je le sais pas. J'en ai aucune. Des fois, le monde, il me parle, puis ils font « Hey, aux nouvelles, t'as-tu vu? » Non, j'ai pas vu. Moi, suivi. Non, je fais des formations pour ma connaissance, mes processus, mes procédés, pour mon expertise, mais j'ai aucune idée. Fait que ça existe-tu? Je sais pas. J'en ai aucune idée. Tu sais pas. Clairement, moi, j'y ai pas accès. Si tu voulais savoir s'il y avait des noms, j'y ai pas accès. Je voulais savoir si mon nom était là. Non. Ça m'étonnerait. Mais c'est ça. C'est parce qu'on entend souvent, tu sais, que dans certaines, dans certaines bannières, tel inspecteur, là, c'est... Ou région, là. Ouais, ou région, des noms, tu sais, qui sortent, puis là, que... C'est sûr que, tu sais, il y a des inspecteurs qui sont très médiatisés. Mm-hmm. Puis, quand tu regardes leurs vidéos, ils brassent la maison. Puis, tu sais, quand je te parle de communication, de façon de divulguer l'information, j'écoute les réseaux sociaux, puis les inspecteurs, c'est pas des courtiers. Fait qu'il y en a que je regarde. Puis, mes réactions, des fois, c'est calvaire. Calme-toi, man. Tu sais, hey, t'es là pour le client, t'es pas là pour le show. Hein? Ouais. Fait que déjà, je comprends même pas qu'ils puissent, sans autorisation, filmer sur une propriété. Ça, c'est la première affaire qui me sidère ben raide. Moi, je peux pas filmer sur une propriété que j'ai pas d'autorisation. J'ai une autorisation écrite pour filmer chez un client. Là. Je peux pas juste filmer du stock que je veux et faire « Hey, regarde la belle maison! » Non, j'ai pas le droit de faire ça. Puis, des fois, je vois des inspecteurs, c'est, mettons, une vidéo de, je sais pas, 2 minutes, mais c'est comme, là, si les gens qui avaient construit ça, c'était des hosties de tas de marde, là, tu sais, là. Puis là, je suis même, hey, 2 affaires un inspecteur, hein? La communication, hein? Ça commence mal. Fait que ces gens-là, là, si, mettons, il y a peut-être pas de blacklist, là, mais tu regardes ce qu'ils font comme contenu, puis tu fais comme... Ils se tirent dans le pied selon toi. C'est lourd de pas d'exagération parce que ça reste un fait. T'sais. Mettons que la maison est neuve, tu livres une maison neuve, il y a une inspection pré-livraison, puis qu'il y a des affaires qui sont mal faites, c'est comme Chris, buddy. C'est de base comme façon. C'est correct de le mentionner dans ton rapport, c'est correct de le partager à ton acheteur que ça devrait pas être comme ça, puis que la façon que ça devrait être installé, ça devrait être autrement. Mais là, tu sais, sur les réseaux de chier sa maison puis sur le monde qui l'ont installé, comment que c'est probablement des jambons qui ont fait ça. C'est là que c'est... Moi, je suis comme... c'est ordinaire, tu sais. Ils se laissent pas de chance, mais ils font un peu de sensationnalisme, là, puis possiblement que ça l'attire mais ils sont pas à TV, tu sais. Ça l'attire sûrement des acheteurs pareils. Assurément. Qui se disent « Ah, mon Dieu, lui, il dit les vraies affaires. Il dit les vraies affaires. » Lui, il dit les vraies affaires. Mais tu peux dire les vraies affaires, tu sais. Ouais. Ici, je sais pas, moi, la neige devrait être installée de telle façon, elle devrait pas bouger. X, là, mettons, là, tu peux le dire de cette façon-là, tu sais. Bon, la correction, ça serait ça, ou je te conseille de regarder avec un maçon, ou... Puis il y a l'autre façon de le dire, qui est une vidéo percutante à 39 000 vues, mettons, là, tu sais. Là. Ben ça, moi, je suis pas down avec ça. Ça prouve aucunement la compétence de la personne non plus, là. Tu sais, c'est ciblé sur un seul élément du bâtiment, donc... Qui est à corriger? C'est ça, mais qui est à corriger, qui est pas, tu sais, je veux dire, faut pas le pendre, le gars, là. Hein? Non. Fait que ça, c'est sûr que ça doit pas aider. Ça c'est très, tu sais, ce qui est trop up, trop down, trop dark, trop light, là, peu importe les extrêmes, c'est rarement bon. Tu sais, mettons, moi, tu l'as dit au début, là, je suis un courtier drastiquement différent, mais j'essaie de pas être dans les extrêmes, tu sais. Je reste dans le plus milieu possible, tu sais, avec ma couleur, mais le plus milieu possible. Quand je vois des extrêmes, ça m'agace un peu. Trop sloppy, tu sais, trop lousse, trop tight, pas bon, tu sais.
Fait il y a une façon de bien faire les choses puis de le faire d'une façon plus douce. C'est le fun, la douceur. Ouais, on aime ça que ce soit fluide aussi, facile, tu sais, puis je vais dire, moi, j'ai quelques années d'expérience maintenant en inspection, mais quand j'ai commencé, le plus gros de mon travail, c'était le non-verbal, tu sais, parce que veux pas, des fois, tu découvres des affaires, puis que, tu sais, dans ta tête, tu fais comme « Oh my God, je viens de trouver quelque chose de super important », mais t'es pas obligé de faire « Mon Dieu, tu sais, là, il faut le moment de panique pour voir les yeux de tout le monde paniquer, là, non plus. Tu sais, il faut que tu sois capable de bien expliquer qu'est-ce qu'il y en est, puis la problématique est là. Je l'ai pas inventée, elle est là. Mais il y a des solutions à tout, puis tout dépend aussi du budget des gens aussi, là. Ça va aussi avec le budget. Puis de leur tolérance. Exact. Chacun a sa propre tolérance au risque, là. Il y en a qui vont voir une infiltration d'eau dans un sol, puis ils vont comme faire « Hey, c'est une cave, il y a des rigoles, ça s'en va dans le drain, je m'en contre-sac. » Rien à foutre. Puis il y en a d'autres qui vont faire « Ben là, l'eau rentre. » Puis là, ça va être la fin du monde. Ben, c'est peut-être pas le bon type de maison pour toi. Mais ça aussi, il y a une préparation aussi là-dessus. Puis je suis contente que tu amènes ce point-là parce que des fois, moi, je vais aller en inspection. Puis au départ, là, j'arrive, là, bon, je le vois que c'est une maison à projet, là, qu'il y a quand même beaucoup de choses là, déjà à l'extérieur. Puis là, ben souvent, la première question que je vais poser à mon client, parce que j'essaie toujours, moi, de connaître qu'est-ce qu'il fait dans la vie, un peu la personne pour savoir, bon, comment je m'enligne. Tu sais, si c'est un électricien, je parlerai pas du panneau pendant 2 heures. Là. Il connaît le panneau mieux que moi encore, tu sais. Fait que j'essaie de m'enligner, puis c'est dans les premières questions que je vais poser, tu sais, est-ce que vous saviez, tu sais, que, bon, exemple, c'est un projet, tu sais, vous avez des rénovations à mettre, blablabla. Mais des fois, c'est aussi avant, là, tu sais, les gens ils font une offre d'achat en pensant faire une offre d'achat sur une maison clé en main. Peut-être que tu as été mal accompagné avant moi parce que c'est pas ça du tout qu'on arrive à une mauvaise maison pour mauvaise personne, là, aussi, là. Fait que ça fait partie des tâches un peu du courtier. De cibler les besoins de son client, puis que ça soit pas l'inspecteur le méchant à la fin qui a démoli la maison, mais que, tu sais, au bout de tout ça, c'était juste pas le bon acheteur à la bonne place, là. Il y a une grosse job, là, tu sais, avant l'inspection qui est à faire. Tu sais, mettons, moi, depuis 2000, là, tu sais, je me suis fait avoir les premiers mois, mais mettons qu'on dit depuis 2021, mes visites sont plus les mêmes pantoutes. Puis de mon appel pré-achat, la première fois que je mets les matchs automatiques pour le client, là, je lui dis quand on va être en visite dans une propriété, là, vous concentrez sur j'aime-tu ça? Moi, là, tu vas voir, je suis comme un rat. Je longe les murs, je regarde les fenêtres, je check s'il y a des trous. Je fais une visite, puis mettons, on va commencer par l'extérieur du bâtiment, je vais regarder, bon, mais y a-tu une grille anti-rongeur? Est-ce que c'est du Canexel avec un joint de scellant ou c'est une lamelle d'aluminium? Est-ce que les pentes de terrain sont bonnes? Est-ce que les gouttières s'en vont d'un drain? Ils s'en vont-tu juste dans un drain qui s'en va ailleurs ou ils vont dans un drain de fondation? Je fais le tour, puis je mentionne mes observations. Quand on arrive à l'inspection, là, il y a moins de surprises. Hey, c'est facile en sacrament, là, ils font le tour du bâtiment, ils font comme, ouais, François me l'avait dit, ouais, ça, François me l'avait dit. Ouais, ben, tu sais, le main-bec, là, qui est sur le toit, qui descend, là, puis c'est pas de l'aluminium, il me l'avait dit que normalement, il faut que tu le laisses comme un 6 pouces, là, tu sais, entre la toiture, fait on le sait que c'était pourri, là, tu sais, là, fait c'est vraiment plus facile dans ce temps-là, là. Pour l'inspecteur, c'est plus facile. Pour l'acheteur, c'est plus facile. Pour moi, c'est plus facile. Pour le vendeur, c'est fucking plus facile parce que le client qui achète, il sait qu'est-ce qu'il achète. Là, déjà... Fait qu'il y a une grosse job de préparation à faire. Mais, tu sais, ça m'est arrivé de faire une transaction, puis là, on accepte l'offre, puis là, je fais, tu sais, j'imagine que vous aviez vu, là, tu sais, que le panneau, c'est juste du fil d'aluminium. Tu sais, c'est une maison 73, là, typique dans ce secteur-là. Ben non, moi, je regarde pas le panneau quand je fais une visite. Puis là, c'est correct. Il n'y a pas de stress. Tu as le droit, là, moi, je regarde le panneau. Je suis pas un professionnel électrique, je suis pas un maître électricien, je suis pas un inspecteur, mais je regarde le panneau, je regarde, il y a de l'air de quoi, puis je regarde les câbles. Puis si je vois des câbles d'aluminium, je vais le mentionner à mon client, ben là, oui, il y a des câbles d'aluminium. Maintenant, les assureurs sont plus check-in sur l'aluminium, tu sais, fait il y a un petit budget ici, là, petit moyen budget, mettons, à réfléchir, tu sais, fait que je te le dis, tu sais, ouais, mais là, c'est-tu problématique? C'est pas problématique, je fais juste te le dire, tu sais. On pourrait peut-être, à ce moment-là, suite à l'inspection ou dans la promesse d'achat, mettre une condition d'assurabilité. Ouais, faire vérifier ça serait pas trop. On va juste checker une assurance qui est good avec ça. Comme ça, tu n'as pas besoin de le faire changer. Tu sais. Fait qu'il y a un gros travail de préparation, on va dire un gros travail juste de professionnalisme avant l'inspection à faire. Puis dans le bâtiment ancien aussi, là, les gens devraient être aussi préparés à ça, l'assurabilité et ces choses-là. Là, tu sais. Moi, des fois, je vais en parler en inspection parce que je travaille en connaissance de cause. Là. J'ai une maison centenaire, puis je sais comment c'est pas évident de s'assurer, là, puis comment que les prix sont différents, puis que ça peut changer vraiment le budget d'une personne quand tu t'attends à payer 1000$ par année
d'assurance, mais que finalement, ça t'en coûte 3 000, puis t'es pas assuré pour l'eau par le toit, puis t'es pas assuré pour la fondation parce que c'est une fondation de pierre, ça reste une différence dans le budget, puis il y a des familles que les budgets sont serrés, puis ils ont le droit de savoir ce bout-là aussi, là, tu sais. Fait que l'assurabilité, ça change beaucoup parce qu'il y a bien des matériaux aussi, t'en parles, tu sais, le filage d'aluminium, ces choses-là, c'est toutes des affaires qu'on relève en inspection qu'il faut vérifier avec notre assureur, puis ça peut changer vraiment la donne au niveau de l'achat aussi, là. Bien, c'est belle fun de parler de tout ça avec toi, François. Ça m'a fait plaisir que tu sois là. Puis, tu sais, ce qu'on veut, c'est d'être capable de dire les vraies affaires. Puis, en fait, que les gens soient protégés dans leur achat puis qu'ils puissent acheter en connaissance de cause. Je pense que c'est vraiment la base de tout. Puis, que ce soit autant dans la divulgation, tu sais, de la déclaration du vendeur, que ce soit dans la possibilité de se retirer à la suite d'une inspection ou dans le choix de son inspecteur en bâtiment, les gens, ils doivent être accompagnés dans tout ça. Puis, on veut aussi laisser une belle trace à nos professions. Moi, je sais qu'on a été beaucoup bâclés. Maintenant, on va être régi un peu plus avec la RBQ. Peut-être que ça va aider aussi les courtiers à la confiance vis-à-vis les inspecteurs. Je pense que aussi, on doit travailler en transparence puis en confiance, puis c'est pas toujours évident parce que tu le sais, on se fait ramasser, on essaye d'être honnête, puis des fois on se fait ramasser par derrière, puis c'est pas ça qu'on veut, mais bon, fait que le fait d'être capable d'en parler, puis de pouvoir permettre aux gens aussi de savoir un peu plus qu'est-ce qui se passe autour de ça, je pense que c'est une bonne chose. Puis ça prend le courage de certaines personnes de nous en parler parce que je dois dire que j'ai eu de la misère à avoir un courtier immobilier qui était pas gêné de dire ce qu'il y en est, là. Tu sais, j'essaie d'être, c'est dans toute ma pratique, là, tu sais, j'essaie d'être transparent, puis si je fais bien les choses, puis que j'ai des bonnes réflexions, puis une façon de penser avec laquelle je suis à l'aise, je vois pas qu'est-ce qui me retiendrait de la partager, tu sais. Puis, tu sais, on parlait d'extrême tantôt, là. Ben, c'est sûr que si j'ai pas des discours qui sont extrêmes, ça aide à ce que ça soit plus facile à comprendre puis à absorber les informations que je vais dire, tu sais. Ben, encore un gros merci à la maison. Merci de votre écoute. J'espère qu'on va avoir répondu à certaines de vos questions. S'il y a quoi que ce soit, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Ça va nous faire plaisir de vous répondre à vos questions si vous en avez d'autres en privé, bien évidemment. Donc, je vous remercie beaucoup de votre écoute. À la prochaine.